Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Nous sommes de retour à la radio après cette pause musicale andalouse et nous sommes heureux de recevoir parmi nous une personnalité qui a marqué l'histoire, qui marquera encore l'histoire de l'économie mondiale. Il s'agit du professeur docteur d'État en sciences économiques et c'est le professeur au groupe HEC qui enseigne la microéconomie et la macroéconomie, l'économie du développement, l'économie industrielle. Il dispense ses enseignements également à Belgrade, à Paris, à la Sorbonne et à Abu Dhabi. On parle d'un homme qui, selon ses ouvrages et tout ce qu'il a fait par rapport à la promotion du Maroc sur le plan économique, n'est que le professeur Henri-Louis Védé. Bonjour, professeur. Bonjour. Bienvenue, monsieur, dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Et sachez-le, votre travail, vos ouvrages, pour nous, c'est une bibliothèque très importante que nos auditeurs et auditrices, et notamment marocains et marocaines, aussi africains et africaines, devront le savoir parce que vous parlez de quelque chose de réel par rapport à tout le travail qui a été fait et initié par notre souverain Mohamed VI depuis une quinzaine d'années. Tout à fait. Sur un certain nombre de volets. Et votre dernier ouvrage qui a marqué l'histoire, c'est Maroc, émergence et développement global, une volonté plus forte que les crises. Pourriez-vous nous donner une synthèse par rapport à cet ouvrage et on discutera au fur et à mesure par rapport au contenu. Tout d'abord, je voulais vous dire que merci de m'avoir invité. Oui, cet ouvrage est un ouvrage qui me tient au cœur parce que c'est le troisième ouvrage que j'écris sur le Maroc. Le premier avait été donc un ouvrage consacré au développement des provinces du Sud et je l'avais intitulé Une volonté plus forte que les sables parce que faut savoir que les provinces du Sud c'est d'abord des terres désertiques. Le Maroc en a hérité, on a retrouvé la souveraineté naturelle il y a quelques décennies, mais qu'au moment où il reprend pied sur ces territoires, il n'y a rien. Et donc ça a été toute l'hypothèse du développement du Sud. Ensuite, j'ai écrit un deuxième ouvrage qui était Le Maroc, l'épreuve des faits et des réalisations. C'était pour les 10 années du règne de Mohamed VI, montrant l'effort qui avait été fait sans discontinuité sous l'impulsion de votre roi et qui permet au Maroc d'être aujourd'hui une puissance émergente, d'où l'objet de mon dernier livre qui vient de sortir, qui est une volonté plus forte que les crises. Et surtout, j'ai voulu mettre l'accent sur ce qu'on appelle le développement global. C'est-à-dire, le Maroc est un cas unique où on conjugue au même rythme le développement économique et le développement humain. Et je crois il faut souligner que le Maroc est un cas unique en Afrique, que je regrette beaucoup, qu'on n'en parle pas assez dans la presse occidentale, qu'on met l'accent sur des événements qui, de ci, de là, marquent l'histoire du Maroc, et qu'on n'insiste pas assez sur l'essentiel, à savoir
que le Maroc est devenu une puissance économique, a parfaitement, résisté aux crises. Et aujourd'hui, bien, le Maroc est un exemple de stabilité politique, ce qui permet d'avoir des résultats tout à fait remarquables. On est sur 5% de croissance, malgré le problème du Sahara, qui coûte au moins 1,5 point, voire 2 points de croissance au Maroc. Exact. Et que tout cela s'est fait en privilégiant ce qu'on appelle le développement humain, car le Maroc est aussi à l'origine de Mohamed VI, à l'initiative de Mohamed VI, ce qu'on appelle l'initiative pour le développement humain. NDH. Donc tout projet économique est à la fois un projet économique, certes, mais qui s'intègre dans cette logique de développement humain. Professeur, donc on peut parler dans ce cas-là d'un concept marocain, puisqu'il s'agit d'un développement qui continue, soit il y a crise. Tout à fait, c'est tout à fait ce qu'il y a de tout à fait remarquable dans l'histoire actuelle récente du Maroc, c'est que le Maroc est un cas unique du Maghreb, hein, et que ça vérifie moi ce que j'ai toujours pensé, qu'il n'y a pas un modèle unique de développement, et que le développement il repose d'abord sur des racines et des cultures, et qu'à ce titre-là le Maroc est exemplaire, car le modèle de base du Maroc c'est son histoire, sa culture, la volonté de ses rois successifs et une réalisation qui aujourd'hui montre son succès. Donc on peut parler d'un génie marocain. Oui, dans la mesure où je rappelle quand même que le Maroc n'a pas de ressources de matières premières, contrairement à son voisin très cher qu'est l'Algérie. Et il m'arrive de penser que si le Maroc avait eu 10% des ressources de l'Algérie, qu'aurait-il fait? Le Maroc dispose d'une ressource qui est les phosphates, certes, mais c'est aussi, il faut saluer l'œuvre qui a fait Mostafa Terrab à la tête de l'OCP et qui permet aujourd'hui à cette filière d'être une filière très prometteuse pour l'avenir. Mais pour le passé d'hier et la réalité aujourd'hui, il faut savoir que les phosphates ne pèsent que 3,5% dans le PIB marocain. Donc le Maroc n'est pas ce qu'on appelle une économie de rang. Il bénéficie aujourd'hui d'atouts à partir de la filière phosphatière, et c'est surtout pour demain. Et il a assumé son développement autour de filières que l'on connaît, le tourisme, mais aussi la pêche, mais aussi aujourd'hui à travers des initiatives exceptionnellement courageuses, parce que moi je suis un admirateur de Tangemed, hein, quand on voit ce qui a été fait à Tangemed, et au moment où M6, comme nous l'appelons, nous, familièrement, Mohamed VI lance Tangemed, c'est la crise. Et pour autant, le roi n'hésite pas un instant à prendre des risques. Je crois d'ailleurs que c'est la seule façon de réagir à une crise, c'est de prendre des risques. Ne rien faire, c'est être certain de perdre. Faire quelque chose, c'est pas être certain de perdre. Voilà. Bravo par rapport à cette expression, parce que c'est une expression qui montre ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial que le Maroc maintenant a pris comme choix. Et ça, on le constate à travers les 3 agences de développement nord, sud et oriental. Tout à fait. L'oriental, le nord et sud, oui. Et justement, c'est la question que je souhaite vous poser, si vous le permettez. Les provinces du sud, depuis presque maintenant une quarantaine d'années, ont vu une évolution exponentielle, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'en parle pas de ces avancées que le Maroc doit mettre en valeur, que le Maroc doit mettre... Mais il faut que le Maroc dise la vérité des provinces du Sud. D'abord, quand le Maroc décide de mettre en valeur les provinces du Sud, il n'y a rien. Il faut rappeler que l'Aïoun, certes, a un point de vie, mais comme en Bouche-d'Our, c'est un phare et Dakhla n'existe pas. Hein. Oui. Et en 30 années, on va créer des infrastructures routières, infrastructures qui permettent aujourd'hui de traverser le Maroc de Tanger à Dakar. Oui. Hein, et donc qui crée en fait un axe d'ouverture de l'Europe vers l'Afrique. Il y a des communications, bien sûr, via les ports, avec une politique portuaire qui va être ensuite poursuivie dans le cadre du royaume. Il y a des communications aériennes avec l'Aïoun qui est devenu un
un aéroport international. Bref, c'est un centre de développement exceptionnel. Ben, récemment, donc, on a assisté à un événement majeur qui a montré comme quoi le Maroc, c'est un hub pour l'Afrique par excellence, et notamment la ville côtière, la ville de Dakhla, avec le Crans Montana qui s'est déroulé récemment, avec la présence d'une forte population d'intellectuels et des décideurs du monde. Oui, tout à fait. Et il faut rappeler aussi que il n'y a pas que Tanger. Aujourd'hui, il y a des programmes qui se développent également en face des côtes algériennes. Et il y a Marchika, qui est aussi un centre très intéressant parce que on concilie auprès de, Nador, du centre de Nador, on concilie le développement durable et le développement industriel. Puis moi, j'étais tout à fait intéressé par la politique portuaire mise en place ces derniers mois, qui permet de développer des pôles de développement internes et externes. Externes parce que ça va permettre de relayer toutes ces régions vers d'autres continents, et internes parce que ce sont des axes de développement qui vont pouvoir exporter le savoir-faire marocain dans certains domaines. C'est une question qui est d'actualité, professeur. On sait que l'Europe traverse une crise, donc il n'y a pas mystère, on le sait pertinemment. Il ne faut pas le cacher, non. Voilà. Et encore, on le sait très très bien que le couple franco-marocain, ce couple qui a traversé une période un petit peu mouvementée et qui ont sorti derrière avec une force assez importante. Il y avait pas mal d'interventions dans ce sens. Il y avait l'intervention de professeur Chassin Prod qui a parlé que le couple France-Maroc, c'est un couple solide qui dépasse toutes les aléas que peuvent avoir un couple et avec succès. Vous ne croyez pas que ce couple peut jouer un rôle moteur comme sortie de crise et de se positionner en tant que tremplin entre l'Europe et l'Afrique pour accéder chez Africains et pour permettre aussi à l'Europe de trouver d'autres idées? Alors, tout d'abord, je partage tout à fait les visions de mon ami Charles Saint-Pro. Je pense que l'amitié franco-marocaine, heureusement, elle résistera à des épiphénomènes comme ceux qu'on a connus récemment, et que je regrette d'ailleurs. Bon. Et je crois qu'il y a, au-delà des gouvernants, il y a les deux peuples. Et je suis certain qu'il y a aujourd'hui, entre le peuple marocain et le peuple français, des racines qui nous permettent de dire que ça échappe à ces épiphénomènes. Exactement. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'Europe, oui. L'Europe, c'était le partenaire premier du Maroc. Et il est bien évident que la crise en Europe a un peu affaibli le développement économique marocain. D'où la politique mise en place tout à fait innovante par Mohamed VI de conquérir de nouveaux marchés, sans pour cela oublier l'Europe. Attention, hein. Ça s'est pas fait contre l'Europe, ça s'est fait avec l'Europe et la nécessité de trouver de nouveaux marchés. Bon. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, est-ce que la France et le Maroc doivent jouer un rôle majeur vis-à-vis de l'Afrique? Bien évidemment. Et ce pour deux raisons majeures. D'abord, parce que le Maroc a développé depuis Mohamed VI une politique d'ouverture vers l'Afrique sans précédent qui en fait un des leaders du continent africain, en particulier dans l'Afrique subsaharienne. Et deuxièmement, parce que la France n'a pas des droits en Afrique, elle a des devoirs par rapport à son passé. Et c'est cet axe-là qu'il faut développer. Et je suis convaincu, moi, personnellement, bien sûr, que dès l'instant où il y aura reprise en Europe, eh bien, on retrouvera les mêmes échanges entre nos deux pays continents. Ça, c'est clair. Bien sûr, parce que le Maroc, quoi qu'il arrive, donc on le constate avec le grand nombre de sociétés maintenant européennes qui s'installent au Maroc, qui souhaitent se projeter sur l'Afrique et le Maroc. Dont la dernière, qui est Peugeot. Exactement, qui a fait le choix du Maroc parce que ce choix, il n'est pas anodin, c'est un choix qui est fondé sur des bases. Et parmi ces bases, c'est un choix de rationalité. Exactement. Et ce choix-là, il a permis, je crois, il est d'abord la conséquence du succès de Renault à Tanger-Med. Hein. Exactement. Et je crois que là, il faut saluer l'initiative de Carlos Ghosn, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration par son esprit original et le courage qu'il porte, parce qu'il porte des dossiers très difficiles. Vous savez, quand il a décidé d'implanter une usine pleine au Maroc, on n'avait pas que des échos favorables en France.
J'ai toujours dénoncé dans la presse et dans d'autres articles. Dès l'instant, on ne peut pas le faire chez soi, il faut que ça profite à nos amis. Et notre ami le plus proche qui devait en bénéficier, c'est le Maroc. Ça montre autre chose, cher professeur, ça montre comme quoi simplement que les relations France-Maroc ont aussi des gens, notamment les parlementaires, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. Et là, aujourd'hui, Renault s'en tire grâce à Tangemed, entre autres. Bien sûr. Le pari du low cost, c'est un pari gagné. Et le low cost, on ne peut pas l'imaginer ailleurs qu'au Maroc. Écoutez, le low cost, on le vit actuellement sur une échelle petite, même ici en France. On le voit dans les supermarchés, on le voit exactement. Pour quelle raison qu'il se fait pas ailleurs, et surtout avec un pays allié, notamment le Maroc. Et on a vu Mais le seul pays qui devait en bénéficier ne pouvait être que le Maroc. Vous savez, monsieur, sur cette émission, il y a un grand nombre de personnalités et aussi de grandes notoriétés qui sont passées avec nous dans cette émission, notamment monsieur Guinaud, monsieur Roland Dumas, monsieur Godefrin. Tout le monde a dit la même chose. C'est hors de question que le couple franco-marocain se sépare. Nous sommes là pour le défendre. Et nous sommes fiers dans cette émission. Et moi, je participe à mon modeste niveau à cette action. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est une fierté pour nous d'être parmi nous dans notre chaîne et c'est une bonne chose pour le Maroc. Ma dernière question, si vous le permettez, s'il vous plaît, professeur. Vous savez, les provinces du Sud, c'est l'ouverture pour l'Afrique. Et oui, on sait pertinemment. Il y a Dakhla, bien évidemment. Bien sûr, il y a d'autres villes, voilà. Mais ce qu'on souhaite savoir, quelles sont, selon vous, les démarches que peut entreprendre le Maroc? Parce que là, on parle d'un marketing direct, d'un marketing féroce, d'un marketing professionnel. Parce que c'est le moment ou jamais pour les Marocains de vendre le produit Maroc pour accéder au marché africain. Selon vous, quelles sont les démarches qu'on peut proposer à ces décideurs marocains? Je crois que Mohamed Sy, ça fait le plus qu'il pouvait faire dans le cadre de la régionalisation des provinces du Sud et de la décentralisation. Mmh. Faire plus, c'est abandonner l'idée de souveraineté. Donc, il peut pas aller au-delà. Moi, je pense que malheureusement, le problème des provinces du Sud, tel que vous le soulevez, il est lié au comportement de l'Algérie et à lui seul. Parce que me dire que le Polisario exige, je ne crois pas, et c'est pas vrai. Me dire que, bien sûr qu'il y a le Polisario en tant qu'entité, mais quand on sait que ce conflit coûte aussi 2 points de croissance à l'Algérie, hein, c'est quand même perdant-perdant, le marché. Je crois qu'il faudrait un jour que, eh bien, ça c'est du marketing politique plutôt que du marketing commercial, que chacun se mette autour d'une table, mais ceci a déjà été fait, et je pense que ça permettrait effectivement de voir ce dossier sur des jours meilleurs. Mais moi, je vous dirais mon optimisme sur les provinces du Sud. Pourquoi mon optimisme? D'abord parce que le développement continue à s'y faire. Que deuxièmement, maintenant, la position des États-Unis n'est pas la même qu'elle n'était hier. Hein. Bon. Exact. Et que, bon, progressivement, les gens s'informent et savent ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, je suis pas d'un optimisme béat, mais je suis quand même plus optimiste que je l'étais hier sur cette situation. Alors, le marketing commercial. Vous savez, je vais vous citer des exemples. Dans les provinces du Sud, quel est le pays qui investit beaucoup à Dakhla? Le Japon. Hein, comme par hasard. Parce qu'il sait combien cette côte est poissonneuse. Et il a acheté des kilomètres de côte sur Dakhla. Je sais aussi que un pays s'y intéresse. C'est plus risqué, mais enfin, il s'y intéresse quand même, c'est la Chine. Mmh. Donc, quand on a des gens qui savent le prix de l'investissement aussi ouvert à l'international que le Japon et la Chine, je ne vois pas pourquoi les Européens n'y investissent pas. Eh bien, parfait. J'espère bien que le message sera très bien écouté par nos concitoyens français et européens de cette opportunité unique et historique dans un monde plein de crises. Parce qu'on voit comme quoi aussi les États-Unis se penchent réellement sur le Maroc et notamment les provinces du Sud. Bien évidemment, mais arrêtons de raconter n'importe quoi sur ces provinces.
Aujourd'hui, les provinces du Sud sont devenues un peu un laboratoire d'expérience pour les provinces du Nord de demain. Le taux d'alphabétisation dans les provinces du Sud est supérieur à la moyenne nationale. Le taux de succès au baccalauréat est supérieur à la province, à la moyenne nationale. L'hôpital régional de l'Aïoun a été classé par un audit allemand comme l'un des meilleurs hôpitaux d'Afrique, etc., etc. Et donc, on vérifie simplement quelque chose de bon sens. Il n'y avait rien dans les provinces du Sud. On peut donc construire, investir avec une meilleure rentabilité que lorsqu'on s'adapte à des situations déjà préexistantes. Voilà. Cher professeur, merci infiniment de ces éclaircissements qui sont de notoriété incontestable, parce que, vous savez, le Maroc avance, mais avance avec ses alliés et surtout français. Merci, cher professeur. Exact. Merci, cher professeur, et vive l'amitié franco-marocaine. Pareil, vive l'amitié franco-marocaine, mon ami. Et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel, comme vous le souhaitez, et bienvenue à Lyon. Quand vous voulez. Parfait, professeur, bon, à très bientôt. Ça vous a plu? Très bien, très bien. À très bientôt, cher professeur. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. سيداتي ونسادتي، إلى اللقاء الأسبوع المقبل، مع تحيات عبد اللطيف الصدقي. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc.